Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un autre ballet très célèbre, enfin l'histoire dont il est adapté est très célèbre. Bonjour et bienvenue dans Question pour un pochetron. Un indice, chez vous. Top, je suis une princesse qui à sa naissance a été victime d'une malédiction infligée par une... Ma belle-mère. Non. La belle-mère, c'est non. Top, une malédiction infligée par une fée très offensée de ne pas avoir été invitée à la cérémonie organisée en mon honneur. La seule solution pour conjurer le sort qui consiste ni plus ni moins qu'à me faire mourir était la bénédiction d'une de mes nombreuses marraines qui a diminué le sommeil éternel en un sommeil de 100 ans. Moi sous du Lexomil. C'est non. Top, 16 ans plus tard, au cours de ma fête d'anniversaire avec tout le beau monde de la cour ainsi que 4 charmants cavaliers. Puisque comme je suis une femme, il faut absolument me caser, la fée vengeresse s'infiltre et m'offre un bouquet de fleurs dans lequel est dissimulée une aiguille ensorcelée. Je suis donc... une quintuple idiote. Alors oui, mais c'est non. Top, je suis donc en pleine admiration devant le bouquet quand soudain, faute d'attention, je me pique le doigt avec l'aiguille comme le stipulait le sort et je me retrouve comme le stipulait le contre-sort à pioncer comme une loque pendant 100 ans. Je suis... La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, bravo, bravo, Micheline, c'est une victoire. Oh oui. Mais je m'appelle pas Micheline. La Belle au bois dormant est un ballet en un prologue, 3 actes et 5 tableaux, c'est-à-dire 5 décors différents. On retrouve à son origine le duo gagnant, Tchaïkovski à la composition, Petipa à la chorégraphie. Bon, en vrai, il existait déjà une version de Jean-Pierre Homer représentée pour la première fois en 1829 à l'Opéra de Paris. Dans cette version, il y avait d'ailleurs la fameuse Marie Taglioni, certes dans un rôle secondaire, mais tout de même. Voilà, faut quand même mentionner cette version parce que, elle a existé et c'était la première. C'est en 1888 que le directeur des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg fait appel à Tchaïkovski pour un ballet inspiré de La Belle au bois dormant de Perrault et des frères Grimm. A noter d'ailleurs que La Belle au bois dormant, l'histoire en elle-même, fait partie de tous ces contes de tradition orale, donc il n'y a pas vraiment de version originale, en tout cas écrite. La première représentation a lieu le 15 janvier 1890 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Pour resituer un peu le contexte de l'époque, on est en plein dans l'Empire russe sous Alexandre III. À cette période, il y a un gros rapprochement politique entre la France et la Russie, principalement avec l'Alliance franco-russe de 1892, accord de coopération militaire, pilier d'une alliance entre les deux pays, et aussi avec ce qu'on appelle les emprunts russes, une série d'emprunts lancés sur les marchés occidentaux, dont la France, pour aider l'Empire russe à se moderniser. Spoiler pour ceux qui ont investi, ça a bien foutu la merde. Ce rapprochement diplomatique a donc intensifié les échanges culturels entre les deux pays. On jouait les musiques de compositeurs russes lors de grands événements à Paris, et on connaissait déjà bien des gars comme Korsakov ou Tchaïkovski. Autre style, autre langage, ce sont des musiques qui inspirent et qui plaisent par l'exotisme que leur trouve le public occidental, qui découvre un pays qui jusqu'alors paraissait si lointain. Tandis qu'en France, le vieux ballet romantique à papy, il fait son temps et connaît une période de déclin à partir de 1870. Des chorégraphes français viennent s'installer en Russie, comme on en a parlé ici, ce qui apporte un coup de boost et donne naissance au ballet dit classique, grâce notamment à Marius Petipa qui, pour rappel, est maître du ballet impérial pendant 35 ans. Et il travaille avec des compositeurs russes comme Tchaïkovski bien sûr, mais aussi Glazunov par exemple. Et tous ces joyeux échanges continuent, notamment grâce à Diaghilev dont on a parlé aussi, qui exporte à son tour l'art russe avec des expositions, des concerts, des opéras. C'est d'ailleurs à Paris que commence le succès des fameux ballets russes. Bon, dans tout ça, faut garder à l'esprit qu'à la toute fin du 19e, les 3/4 de la population russe, ce sont des paysans qui pour la majorité ne possèdent même pas leurs terres et le taux d'alphabétisation est très bas. Donc autant dire que c'était probablement pas eux qui allaient dans les théâtres. Pour revenir à La Belle au bois dormant, contrairement au Lac des Cygnes qui avait un peu bidé, cette fois l'accueil est favorable, mais Tchaïkovski n'a pas la chance d'être témoin du succès au-delà de la Russie puisqu'il est mort en 1893. Décidément le pauvre, à chaque fois qu'une de ses créations a du succès, il est plus là pour le voir. En 1903, La Belle au bois dormant est classée 2e des ballets les plus représentés du répertoire du ballet impérial, à raison d'environ 200 fois en 10 ans. Énorme. A savoir que c'est un ballet extrêmement long, le plus long de Tchaïkovski. À l'origine, il dure presque 4 heures, donc la plupart du temps, il est abrégé lors des représentations. Et vu que l'histoire est connue, en tout cas de manière globale, on va avancer chronologiquement dans l'intrigue en focalisant pour cette première partie sur la pantomime, car là, il y en a pléthore. Donc, le prologue. La princesse Aurore est née, tout le gratin est au rendez-vous, y
y compris les fées. On a donc Candide, coulant tes fleurs de farine, Miette qui tombe, Canari qui chante, Violente et la Big Boss, la fée des lilas. Enfin là, il y a une subtilité. Selon les versions, la fée des lilas est la 7ème fée, mais à l'origine, et ce que vous voyez actuellement, ce rôle était uniquement un rôle de pantomime, et la 7ème fée était encore une autre fée qui a 7 variations d'ailleurs, et Lila arrive après. Les 6 premières fées font donc chacune un don à la ptiote, et je cite volontiers l'article La véritable histoire de la Belle au bois dormant du blog Danse avec la plume. Personne donc pour donner à Aurore un peu d'intelligence et de jugeote, et c'est bien dommage parce que ça aurait pu lui servir pour la suite. Le lien est en description, je vous conseille cet article, c'est très drôle. Bref, c'est alors qu'arrive la méchante fée Carabosse. Et pourquoi Carabosse d'ailleurs? Pour l'anecdote, Carabosse est à l'origine un personnage de La Princesse Printanière, un conte publié par Madame Daunois en 1697. Et dans ce conte, on a un peu la même mécanique de la vilaine femme rejetée par le couple royal qui, pour se venger, revient maudire leur fille d'un sortilège qui sera atténué par une des fées marraines de l'enfant. Et si dans les versions de Perrault et des Grimm, la méchante fée n'est pas nommée, on estime que la confusion a commencé à se faire dès le milieu du 19e. Et le ballet vient couronner cette confusion en nommant l'antagoniste Carabosse. Donc le décor s'assombrit et Carabosse entre en scène. Outrée de n'avoir pas été invitée à la cérémonie, la sorcière se défoule déjà en se moquant notamment des fées et de leur niaiserie, clairement. Et surtout, elle fait payer les conneries des autres sur une gamine innocente, parce que c'est plus facile. Elle lui jette un sort, donc le décès par piqûre avec une aiguille, v'là-t-il pas la mort de merde. Fort heureusement, la dernière fée, et selon la version, il y a soit 3 bonnes fées, soit 7, soit 12, soit 50. Non, ok, là je déconne. Donc en l'occurrence, la fée des lilas arrive pour sauver la soupe, et à défaut de pouvoir annuler le sort, elle réduit le sommeil éternel à un sommeil de 100 ans. Combien? Ouais, 100 ans. Hein. Quitte à passer de plus l'infini à 100, elle aurait peut-être pu en profiter pour réduire encore un peu, enfin bon, les voies de la magie. Hein. Non, et puis la gamine a quand même besoin qu'un illustre inconnu vienne la galocher pendant qu'elle pionce, merci le contresort. Déjà que la pauvre princesse, elle est allongée tellement longtemps que si elle a pas des hémorroïdes à la fin, c'est un miracle. Et encore, les hémorroïdes, c'est pas ce qui fait le plus mal au cul. Dans la version de Basile, le prince il fait pas que l'embrasser pendant qu'elle dort, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'était pas destiné aux enfants à l'époque. Bon, revenons-en au ballet, petite avance rapide. Tous les métiers à tisser sont absolument bannis, et si t'as le malheur de garder le tien, tu te fais décapiter, ça c'est fait. Regardez ça, les 3 paysannes se font choper en train de filer, allez hop, ça va direct les balancer au roi. Alors celui-là, j'aurais pas aimé être sa voisine dans les années 40. La reine, qui a un minimum d'empathie et, oserais-je dire, de matière grise, vient lui faire les yeux doux en le suppliant de les épargner. Ce que le roi finit par accepter et youpi tralalaire, les 3 fileuses sont sauvées. Donc, acte 1. Parce que oui, tout ça c'était que le prologue. Je vous avais dit que c'était long. On arrive au 16e anniversaire de notre chère princesse, c'est la méga teuf au château. Parce que oui, tous les rouets sont brûlés, donc il y a pas de risque, hein, pas vrai. Alors forcément, il y a tout le beau monde. Et après l'entrée d'Aurore avec sa petite danse de la joie, ses parents lui présentent ses prétendants. Donc elle danse avec ses 4 cavaliers, les princes chéris, charmants, fortunés et fleurs de pois, cherchez l'intrus, dans le très célèbre Adage à la rose. Possiblement une référence à la version des frères Grimm dans laquelle la princesse est surnommée Rose d'épine. Et surtout parce que, on lui offre des roses. Ce passage est d'ailleurs tellement célèbre qu'il a notamment été parodié dans le ballet britannique Alice's Adventures in Wonderland sous le nom du Tart Adage, donc l'adage à la tarte. Un jour j'aurai l'occasion d'en parler, donc en attendant, je pose ça là. Et c'est alors que la fée Carabosse arrive. Mais comme elle a un peu plus de capacité neuronale qu'un Shadok, elle se fait discrète. Bref, la fée Carapuce, là, elle arrive donc incognito, elle offre un fuseau à Aurore, la princesse ne se méfie absolument pas, et du coup, A few moments later. Et
Et c'est là que la vilaine fée Carabaf révèle son identité et se met à narguer tout le monde. Non contente de ça, elle passe en mode fée karatéka et se bastonne contre les gardes, aidée par ses sous-fifres. Puis la fée des lilas arrive, encore au dernier moment, hein, mais bon, elle arrive, elle calme le jeu, elle dégage la fée Caracas, on sait pas trop comment, mais elle la dégage, et comme 16 ans auparavant, elle rassure tout le monde. La princesse du dodo est donc installée dans un super canapé, la fée Lila endort tout le monde, et j'avoue quand même, c'est plutôt badass, surtout avec ce passage-là. L'acte 1 se conclut là-dessus et on fait ensuite un saut dans le temps pour arriver 100 ans plus tard. C'est là qu'on découvre le prince Désiré qui est avec ses potes dans la forêt tranquille pépouze pour aller chasser. Et là, vous vous rappelez dans la Bayadère quand Solor doit aller chasser avec toute sa clique mais qu'il les y envoie parce que lui doit rester pour son date avec Nikia? Bah là on a la même chose. Ses camarades lui demandent « Hey, tu viens chasser ?» mais il refuse et congédie aimablement tout le monde. Donc après nous avoir fait une Solor, hein, il rêvasse un peu tout seul. Ensuite la fée des lilas débarque et vous reprendrez bien un peu de pantomime. Toi, ici, pourquoi pleures-tu? Moi, je pleure parce que l'amour, je ne l'ai pas encore trouvé. Attends, je vais te montrer une jolie princesse endormie. Suis-moi. Et ça fonctionne. Il a une vision de la princesse Aurore. Alors je sais pas s'il est allé à la chasse ou à la cueillette au champi, du coup ça me met le doute. Bon, il voit donc la princesse et en tombe directement amoureux. Et pour le coup, la chanson qu'on connaît bien prend tout son sens. Bon, dans le ballet en l'occurrence, ça correspond à la valse des guirlandes ou grande valse villageoise de l'acte 1. Donc nos deux tourtereaux dansent ensemble, alors qu'elle est en réalité en train de pioncer dans un château lointain protégé par des ronces et autres joyeusetés. Mais bien sûr, c'est métaphorique, c'est une vision fantasmagorique, il y a de la magie derrière, etc. Enfin moi du coup, quand j'étais gamine, bah j'étais paumée et je comprenais pas. Je n'étais qu'un enfant. On s'en fout. Après un pas de deux plein d'amour et d'émotion, le prince est définitivement conquis et veut retrouver Aurore en chair et en os. Donc la fée des lilas l'accompagne au château, et alors là, encore une fois, je pinaille, désolé, mais sérieusement, même dans la version Disney, on a quand même une scène de baston, quoi. La sorcière, elle se transforme en dragon, bon sang de bonsoir. Là, bah non, la fée des lilas, elle enlève les ronces, elle dégage la carabistouille, là, en deux-deux, et le prince, bah, il rentre dans le château, et il va faire un bisou à la princesse, et elle se réveille, et voilà. Ça a moins de gueule, clairement. Bon, en vrai, là aussi, tout est métaphorique, et encore une fois, ça, c'est stylé. Et bien sûr, c'est tout le côté conflit entre le bien et le mal, comme tout ballet classique qui se respecte. Et ça se traduit notamment par une sorte de duel sous forme de pantomime, comme on l'a vu dans le prologue et l'acte 1, et bien sûr dans la différence entre leurs thèmes musicaux, leurs costumes et les jeux de lumière. Là encore on y reviendra, mais chacune est représentée par un leitmotiv évoquant les deux personnages et leur opposition. Leitmotiv qui ne réapparaissent plus dans le troisième acte puisque le mal est vaincu, la fée Carabine est éliminée du paysage et on enchaîne avec l'acte 3. Alors là c'est la turbo méga teuf, c'est un mariage princier donc on y met le paquet. Toutes les fées sont invitées, les fées du début mais aussi les pierres précieuses, donc le trio des fées Saphir, Ruby et Émeraude, ainsi que le diamant et l'or, qui techniquement n'est pas une pierre précieuse mais c'est un métal noble s'il vous plaît. On retrouve parmi les guests également Cendrillon et son prince, le chat botté et la chatte blanche, cette dernière étant un personnage du conte éponyme de Madame d'Aulnoy dont on a parlé au début, l'oiseau bleu et la princesse Florine, tiré d'un autre conte de Madame d'Aulnoy, et même dans certaines versions, le petit poucet, ses frères et l'ogre, ou encore le petit chaperon rouge et le loup, bref, des personnages issus d'autres contes. Comme quoi à l'époque, on faisait déjà des crossovers. Bon, spoiler alerte, il n'y a pas vraiment de pantomime dans ce dernier acte qui est consacré au mariage d'Aurore et Désiré, avec un final en apothéose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera de creuser tout ça dans la prochaine vidéo, parce que clairement, on n'en a pas fini
fini pour autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans la partie 2 pour l'analyse du ballet. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!